Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, ambiance veillée d'armes sur les marchés au démarrage de cette séquence Banque Centrale qui va nous animer au cours des prochains jours avec le début aujourd'hui du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les banquiers centraux américains et l'ensemble du marché prendra connaissance du rapport mensuel sur l'inflation pour le mois de mai aux États-Unis en début d'après-midi avec un chiffre d'inflation globale qui est attendu autour de 4%. Fed, BCE, Banque du Japon également attendu ce vendredi. Et puis dans l'intervalle, nous avons eu des nouvelles mesures d'assouplissement monétaire annoncées par la Banque centrale chinoise au cours des dernières heures. Sur le plan des marchés, on est sur une situation de record de prix à Wall Street quand on regarde les indices majeurs que sont le S&P 500 ou le Nasdaq qui sont sur des sommets d'1 an avec la composante technologique, un groupe de méga caps, 5, 6, 7 valeurs qui tirent et qui font aujourd'hui la performance du marché américain. Apple en est un exemple parfait avec une clôture record hier pour le titre Apple à plus de $180. Le groupe Apple qui approche à nouveau la barre symbolique, historique des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et puis de l'autre côté du globe, n'oublions pas le Nikkei qui poursuit son envolée, qui marque de nouveaux records depuis plusieurs décennies maintenant, depuis 33 ans précisément, avec un record encore affiché ce matin sur les marchés japonais. Et puis les petits signaux également qui montrent peut-être une meilleure tenue des actifs émergents depuis quelques jours sur le plan des devises, sur le plan des actions chinoises également, avec peut-être le soutien de la Banque centrale chinoise, je le disais, mais on notera effectivement que les actions chinoises, après avoir lourdement rechuté depuis le début de l'année, semblent mieux tenir depuis quelques séances. Voilà donc pour le paysage du moment. L'inflation américaine à suivre, je le disais en début d'après-midi. Le chiffre global est attendu autour de 4%. Nous en parlerons dans un instant avec Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management. Et puis stratégie d'investissement sur le marché américain. Précisément, c'est Thierry Gill qui nous accompagnera pendant cette demi-heure, le président de Raymond James Euro Equities. Mais d'abord, la séquence Banque Centrale et Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud, merci d'être avec nous. Bonjour Grégoire. Les banquiers centraux américains et je le disais, l'ensemble du marché prendront connaissance de la dernière donnée clé qui permettra d'éclairer la décision de la Fed cette semaine, à savoir le rapport mensuel sur l'inflation américaine qui sera publié en début d'après-midi. Rapport qui se réfère au mois de mai avec une nouvelle marche à la baisse qui est attendue du point de vue de l'inflation globale. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la décomposition de l'inflation au mois de mai aux États-Unis, Arnaud ? Ça sera une semaine très importante parce qu'on aura la Fed mercredi, le BCE jeudi. Et évidemment, un des points que va regarder la Fed, c'est le chiffre de tout à l'heure. Donc les chiffres d'abord l'inflation totale qui est attendue en baisse avec une belle marche d'escalier de 4,9 à 4,1. Le total, évidemment, va bénéficier de la baisse de l'énergie, de l'effet de base associé. Au passage, je trouve qu'il faut bien souligner le fait que le pétrole, en dépit des baisses de production annoncées, ne monte pas, voire rebaisse un peu, sauf aujourd'hui, mais de manière générale, c'est relativement sage. Le prix du gaz, au passage, il est autour de 30 € le mégawattheure. C'était quelque chose qui inquiétait beaucoup l'Europe en début d'année, à juste titre. Mais on voit que, notamment parce qu'il y a eu des diversification de sources d'approvisionnement, que le GNL arrive, qu'il y ait des efforts de sobriété, on arrive aujourd'hui à 30 € le mégawattheure et on peut être bien plus optimiste sur le prochain hiver. Donc tout ça pour dire que l'inflation totale va t'amener aussi à être devrait baisser encore, avec l'alimentation aussi. On a déjà des prix de matières premières alimentaires qui ont baissé. Donc plutôt confiance sur l'inflation totale. Sur l'inflation sous-jacente, donc là il est attendu en baisse, mais évidemment moins, de 5,5 à 5,3. Ce qu'il faut regarder là, clairement, c'est les loyers, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est un point important dans cette inflation corps. On a en tête que c'est décalé par rapport au marché immobilier réel des biens
de quelques mois. Et on a aussi en tête que, donc ça devrait baisser, mais on a en tête que c'est possible que ça dure un peu longtemps la descente, qu'elle soit claire mais longue, et donc peut-être que le marché va être encore plus exigeant sur la descente du corps. En tout cas, si c'est tracé, ça peut être aussi quelque chose qui peut amener la Fed à marquer une pause mercredi. C'est dans le cadre de nos centrales ce qu'on imagine. Marquer une pause, regarder tous les effets de toutes les hausses connues depuis le début de l'année, ou même depuis l'automne dernier. Regarder l'effet sur les marchés immobiliers, parce que le taux du 30 ans immobilier américain est aux alentours de 7. Évidemment, ça complique un peu la suite de l'histoire sur l'immobilier. En tout cas, le marché secondaire est bien figé, parce que les gens ne veulent pas sortir de leur bien actuel pour acheter un autre bien en quittant un taux de refinancement assez faible pour aller à 7. De manière générale, le fond de l'économie US se dégrade, mais lentement. Pour l'instant, il n'y a pas le scénario de hard landing qui arrive tout de suite en scénario central, mais il y a quand même des signes de ralentissement net, que ça soit un indicateur de confiance des entrepreneurs, le fameux ISM. On voit que même si on combine les services et le secteur manufacturier, qui marquait déjà le secteur manufacturier, mais on fait une combinaison des deux, on arrive aux alentours de 50 comme indicateur. Tout ça pour dire que la consommation tient effectivement, mais ne ralentit, ne craque pas, mais ralentit clairement. Bon, donc plutôt normalement un marché obligataire qui devrait apprécier la pause de la Fed. En tout cas, c'est ce qu'on imagine dans le scénario central. Oui, tout ce que vous décrivez là, Arnaud, ça se traduit avec un scénario central qui est celui du soft landing, auquel vous attachez toujours une probabilité assez importante. Oui, 70% selon la maison CPR, où effectivement on a bien clairement une pause du côté de la Fed. La BCE va continuer, mais ensuite s'arrêtera. Ça permettra au taux long d'abord américain de se détendre, et ensuite au taux long européen, avec un décalage de quelques mois qui existe de manière assez classique. Ça permettrait aux actions zone US et zone euro de manière générale de monter un peu, parce qu'on tient quand même déjà compte du parcours réalisé et de la valorisation qui est relativement bien tendue. Et d'ailleurs, pour revenir sur les actions US, vous l'avez souligné, la concentration est évidemment encore extrêmement forte. Il y a 7 valeurs qui expliquent la hausse du marché S&P depuis le début de l'année, donc les GAFA, Microsoft, Tesla et Nvidia. Et donc, ça veut dire qu'il y a 493 valeurs qui font quasiment rien. Donc, une fracture extraordinaire. Donc, certes... Ou pas, Arnaud ? Est-ce que c'est inquiétant, cette situation de marché ? En fait, ça peut durer quelques semaines, parce que ces valeurs-là ont parfois, par exemple, sur Nvidia, bénéficient de la vague sur l'intelligence artificielle, ou Tesla récemment sur le boom du secteur auto, y compris parce que le gouvernement américain développe des crédits sur les énergies renouvelables. En revanche, c'est clair qu'à horizon au-delà de quelques semaines, le marché devra trancher. C'est-à-dire que c'est pas possible que le train ne dépende que d'un aussi petit nombre de valeurs. La fracture va s'agrandir et va casser. Donc oui, pour quelques semaines, parce qu'on voit bien que, vous avez rappelé, Apple aussi s'en sort plutôt bien, mais non pour quelques mois et quelques années. Donc attention à la simplicité de dire je constitue un portefeuille avec cette valeur et puis j'oublie tout le reste. Ça ne peut pas durer très longtemps. Il y a un marché qui vous intéresse beaucoup en ce moment, Arnaud, j'aimerais bien qu'on en redise un mot, c'est le marché japonais, avec un Nikkei hors dividende là, qui bat de nouveaux records aujourd'hui. Je crois que sur des mesures plus larges du marché japonais, le TOPIX, Total Return, dividende réintégré, je crois qu'on a déjà atteint des niveaux historiques sur le marché japonais. Est-ce que vous confirmez votre intérêt pour le marché japonais ? Dans quelle mesure, Arnaud ? Oui. C'est vrai qu'à la différence du marché américain, il n'est pas fragmenté. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas que de cette valeur. On peut jouer un grand nombre de secteurs de la cote. On peut jouer évidemment déjà, si on veut, la partie technologique, mais pas seulement. Donc le secteur industriel, le secteur auto classique aussi, et donc tant du côté macro que micro, il me paraît encore intéressant de garder des positions sur le Japon. La macro, c'est un des rares pays où le PIB est révisé en hausse.
La micro, on en a parlé, elle est plus solide au sens qu'elle ne dépend pas que d'une concentration extrême. La baisse du yen porte ses fruits, hein, donc la baisse du yen qu'on a connue en 2022. Et puis, c'est une manière un peu plus sûre de jouer la croissance de la zone asiatique, qui est assez forte. On voit bien que l'Indonésie, etc., ou l'Inde progresse, mais c'est une manière de jouer avec des sociétés plus assurées que les valeurs chinoises stricto sensu, où on sait qu'on peut avoir des déceptions de manière assez subie. Donc le Japon nous paraît assez solide. La Banque centrale du Japon est assez patiente. On voit bien que peut-être qu'elle va remonter le canal sur les taux longs, mais elle va prendre son temps. D'ailleurs, le marché ne teste pas la Banque centrale en envoyant le taux 10 ans au-delà des 0,50. Donc oui, le Japon est une manière de jouer la croissance asiatique plus sûre, avec une cote plus approfondie et avec des niveaux de valorisation par rapport au marché américain plus faibles. Et puis, sur la partie taux, Arnaud, là aussi, toujours une préférence pour les taux américains, les taux longs, où vous avez déjà pu reprendre de la duration. En revanche, patience encore pour réinvestir le marché obligataire européen ? Oui, donc dans les portefeuilles, ce qu'on fait, effectivement, on garde, voire même on renforce encore les taux américains, parce qu'on est persuadé que les taux longs américains devraient rebaisser un peu. Les taux longs euros, il faut peut-être garder un peu de patience encore, parce que encore une fois, il y a un décalage entre les deux zones et la BCE n'a pas fini son cycle. Et probablement l'offre de papier de taux longs euros va peser un peu sur la cote. Et du côté actions, comme évoqué, donc on apprécie beaucoup les actions japonaises et on maintient cette conviction au sein de la maison CPR. Et de manière générale, on a malgré tout une position d'attente. On préfère avoir un niveau de valorisation un peu plus faible pour hisser totalement la voilure. En gros, grosso modo, on a quand même malgré tout des positions moyennes. Il y a quand même matière à pouvoir trouver des sources d'investissement aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud, merci pour votre éclairage sur la situation de marché et ces scénarios de marché tactiques que vous mettez à jour tous les mois pour des horizons 3 mois chez CPR Asset Management. Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements de CPR, qui était avec nous par téléphone. Plongeons-nous à présent dans le marché américain et la dynamique du marché américain avec Thierry Gill à mes côtés en plateau, le président de Raymond James Euro Equities. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez 15 minutes pour répondre à cette question. Donc on voit le S&P, le Nasdaq sur des plus hauts d'un an qui ont repris chacun 20% et plus par rapport au point bas qu'ils ont marqué en octobre 2022. Est-ce que c'est la fin d'un bear market rally qui aura été monstrueux ou est-ce que c'est le début d'un nouveau bull market? Alors, on est plutôt sur l'hypothèse d'un bull market qui devrait se poursuivre. C'était un peu notre scénario, on se parle depuis longtemps déjà, en novembre dernier, au lendemain des élections de mi-mandat américaines. Et on pense que le mouvement devrait se poursuivre, mais peut-être sur d'autres secteurs de la cote. On va peut-être y revenir. On pense que la générosité de valorisation des boîtes de tech, sans mettre fin au mouvement de l'intelligence artificielle, qui est un mouvement qui va durer, c'est certain, mais certaines valeurs ont peut-être déjà été largement anticipées. Je pense à Nvidia en particulier et à d'autres acteurs. C'est le point clé de ceux qui sont dans le camp des boules. Et enfin, je le rappelle, il y a ce match entre les perma-bears et les perma-boules, mais c'est vrai que quand on a une vision historique longue des marchés boursiers, on le dit entre nous, Thierry, mais il faut le dire à tout le monde, les marchés actions sont faits pour monter. C'est-à-dire que les actions montent la plupart du temps dans l'histoire et dans l'histoire longue. Il n'y a pas de doute là-dessus. La hausse historique depuis un siècle et demi sur le marché américain, c'est 6,5% de hausse sur les indices boursiers par an, qui matchent pratiquement à la perfection la hausse des profits, 5,5% par an, sur des tendances longues. Donc statistiquement, c'est pas inapproprié d'être dans l'idée que le marché est fait pour monter d'une certaine manière. C'est le meilleur actif, c'est mieux que l'immobilier, c'est mieux que l'or. La question qu'il faut toujours éviter, c'est d'être trop long lorsqu'on est à la veille d'une crise comme le Covid, ou d'un effondrement du Nasdaq comme en 2000, ou d'une crise majeure comme en 2007 sur le subprime. Ça, c'est certain. Il y a des corrections régulièrement, mais sur le long terme, bien sûr.
Et une fois qu'on a dit ça, comment vous regardez effectivement ce point de concentration? Alors on les appelle, on les a appelés les GAFAM. Je crois que j'ai vu passer les 7 magnifiques aujourd'hui, un broker qui appelait ça les 7 magnifiques. Donc les GAFA plus Microsoft plus Tesla plus Nvidia qui tiennent la cote. Est-ce que c'est un signe de fragilité justement du marché, du rallye du marché américain qu'on observe depuis le début de l'année, ou est-ce qu'au contraire il faut y voir un signe de force potentielle pour demain avec 497 valeurs au sein du S&P 500 qui sont loin d'être sur ces niveaux techniques de record, hein. On parlait d'Apple hier qui clôture un nouveau record. Alors, nous, on ne voit pas ça comme un signe de faiblesse, hein. On voit simplement comme une révolution qui se met en place dans l'univers de la technologie et l'intelligence artificielle. Toutes les boîtes de tech ont communiqué ces derniers mois, et c'est ce qui expliquait une bonne partie du rallye de début d'année. On parle des 7 merveilleuses, comme vous les appelez, j'ai oublié le nom. Mais je veux dire, ça, c'est là pour durer. Et ça va durer. La seule société qui n'a pas vraiment communiqué là-dessus, c'est assez étonnant, ils avaient l'occasion de le faire la semaine dernière, c'est Apple. Mais toutes les autres boîtes de tech ont communiqué sur leur stratégie d'intelligence artificielle. Oracle l'a encore fait hier lors de la publication de ses résultats. Voilà, donc c'est un phénomène qui va durer. La vraie question pour nous, professionnels sur le marché américain, c'est de savoir qu'est-ce qui est déjà anticipé ou pas. On voit des maisons aux États-Unis, la plus connue c'est ARK de Cathie Wood, qui aujourd'hui dit: allégeons Nvidia, ça a trop monté. Mais il n'y a pas que Nvidia. La stratégie d'Intel sur l'intelligence artificielle est réelle. Et là, vous pouvez trouver des acteurs qui sont sur des valos beaucoup plus raisonnables. Vous avez d'autres acteurs qu'on recommande aussi, entre Nvidia et Intel, comme Marvell Tech, comme Broadcom. Il y a des noms, mais Microsoft ou d'autres acteurs. Donc pour nous, c'est un phénomène qui va durer. Il faut saisir les opportunités. L'autre thématique, on en parlera peut-être aujourd'hui ou une autre fois, auquel on croit énormément, c'est la cybersécurité. Mais non. Ça, c'est des tendances qui sont des tendances lourdes. Pour moi, je les oppose un petit peu à la gabegie qu'on a eu l'année dernière sur Facebook Meta. et sur le Meta. Voilà, où là, en fait, ça venait trop tôt. Ouais. Et je pense que ça viendra peut-être. Le masque d'Apple, ça reste à prouver. Surtout au prix exorbitant, ils le sortent. Ouais. Ça sera beaucoup plus long. Mais franchement, la cybersécurité et l'intelligence artificielle sont vraiment des investissements qu'il faut faire maintenant pour la durée. Il y a des tas de noms à regarder dans la cyber, comme Palo Alto, Checkpoint Software. Et là aussi, il y a des acteurs qui se payent très cher, d'autres un peu moins. Voilà, ça, c'est des tendances lourdes. C'est des thèmes puissants. C'est-à-dire qu'effectivement, les effets de mode dans le marché, il y en a beaucoup, mais on fait la distinction entre effectivement le moment méta et la révélation via ChatGPT de nouveaux usages liés à l'IA générative et de tout ce que ça pourra amener dans un temps plus ou moins long d'ailleurs. Mais le marché est dans sa fonction d'anticipation de regarder ce thème comme étant un thème puissant de long terme, oui, avec ses périphériques associés, hein, cybersécurité, robotique, etc. On le pense vraiment, et je pense que la saison des publications des résultats qui va commencer mi-juillet pour le Q2, il sera intéressant de voir un petit peu ce que les sociétés ont mis en place dans leur stratégie. Pas que du côté de la tech, mais du côté de la consommation, et ça sera intéressant, et je pense qu'on va avoir pas mal de bonnes surprises. Oui, c'est pas juste un thème tech. Non. Eh bien oui, mais c'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que derrière Nvidia, il y a quand même un ruissellement, une diffusion de ce thème à des secteurs tech, mais aussi à des secteurs non tech. Vous allez le trouver dans votre secteur, les médias, vous allez le trouver dans la conso discrétionnaire, ça va s'appliquer partout. Ça va ruisseler vraiment sur toute l'industrie. Effectivement, comment on se positionne sur ce marché? Vous dites le thème de l'IA, de la cybersécurité, c'est des thèmes de long terme. D'ailleurs, on m'a expliqué la loi d'Amara à ce sujet. Le marché souvent surestime les impacts à court terme et sous-estime la force et la puissance des impacts à moyen long terme. Il y a un peu de cette idée-là, quand on voit Nvidia, effectivement, l'explosion du cours de bourse d'Nvidia, et un marché qui s'interroge encore peut-être sur des impacts à moyen long terme que pourra avoir cette technologie de l'IA. Moi, ça me rappelle un peu ce que j'ai connu au début des années 2000. Si vous prenez des acteurs comme Amazon, par exemple, ça avait excessivement monté en bourse dans la seconde partie des années 90. Et puis, ça s'est évidemment effondré avec le krach du Nasdaq à l'époque. On aurait pu croire que c'était la fin, que c'était qu'une bulle qui avait implosé. Regardez ce qui est devenu Amazon sur les 20 dernières années. Les gens oublient, Apple était virtuellement en dépôt de bilan au début des années 2000. Et grâce à, en partie, je le cite toujours, grâce à Bill Gates, on l'oublie, qui est venu au secours de Steve Jobs, regardez
ce qui est devenu Apple. Donc, si vous voulez, ces mouvements de correction interviennent régulièrement sur la bourse américaine. Il faut vraiment s'interroger de savoir si c'est une vraie innovation technologique. Et nous, on pense que l'intelligence artificielle, il faudra la contrôler. Ça va être débattu très bientôt au Congrès américain, à Washington, c'est certain. Tout le monde le dit, même ceux qui ont vraiment contribué, en tout cas chez OpenAI, à développer cette prouesse de l'intelligence artificielle. Il faudra le contrôler, mais ça va durer. Et on peut imaginer, c'est un point important, on peut imaginer que la fonction de réaction des régulateurs face à cette technologie de l'IA générative sera peut-être un peu différente, un peu plus rapide que ce qu'on a vu avec Internet. On a laissé se développer ces plateformes qui ont atteint des tailles monstrueuses, avec une empreinte mondiale qui est supérieure à celle des États aujourd'hui. Et on voit bien la difficulté que le régulateur américain peut avoir avec des groupes comme Amazon, comme Apple, comme Google, face en plus à une question géopolitique, face à la Chine et la question de savoir est-ce qu'on affaiblit ces plateformes ou pas. Enfin, il y a un moment où la régulation est presque plus possible. Sur l'IA, on a le sentiment en tout cas que les régulateurs ont envie de s'atteler au sujet de manière assez rapide pour au moins fixer un cadre assez rapide. Londres va organiser un Global Summit sur l'IA et la safety de l'IA à l'automne, je crois, à la rentrée, qui veut être un premier grand rendez-vous mondial sur ce sujet-là. Ça va assez vite, je trouve, en tout cas dans le discours. Oui, ça va assez vite, mais de là à légiférer, c'est un autre sujet. N'oubliez pas, la puissance des lobbies aux États-Unis sont considérables. Regardez les débats qu'on a à l'infini depuis, je ne vais pas dire depuis 20 ans, mais depuis 10 ans, sur Meta, sur vouloir contrôler les réseaux sociaux. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu de grand soir. Biden était censé, éventuellement, sa présidence devait s'inscrire dans une logique de contrôle, et en fait, elle ne se met pas vraiment en place. Donc, mais on va plutôt essayer d'accompagner, plutôt que de vraiment, à l'américaine, plutôt que de dire contre. L'Europe peut jouer un rôle là-dessus, parce que les autorités européennes, parfois, c'est d'elles que partent parfois... C'est le phare réglementaire du monde. Je ne sais pas, mais ouais, ça peut venir de là. Ça peut venir en partie de l'Europe, oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec les 493 autres valeurs du S&P 500 ? C'est ça la question. Comment ce bull market peut se développer partant de la situation qu'on constate aujourd'hui ? Si on doit résumer un peu les situations aujourd'hui, on a eu à dealer ces dernières semaines avec l'histoire du plafond de la dette. C'est réglé. Donc, ressort maintenant les deux sujets importants à nos yeux, qui sont d'une part la Fed et les profits des entreprises. Du côté de la Fed, réponse demain soir, 20h aux États-Unis, avec le discours de Powell. Nous, on a tendance à dire, et c'est ce que disait notre stratégiste qui était à Paris la semaine dernière, il y aura peut-être encore une dernière hausse de taux de 25 points de base. Est-ce que ça sera juin ? Est-ce que ça sera fin juillet ? Le FOMC se réunit toutes les 6 semaines. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais disons, on est au bout du tunnel. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un phénomène plus durable ? Est-ce qu'on est censé percevoir, je ne sais pas, en Australie ou bien au Canada avec des montées de 25 points de base ? On pense qu'aux États-Unis, les conditions sont légèrement différentes. Si ce postulat fonctionne, on va se refocuser sur les profits. Et ça sera la clé de la tendance des 6 prochains mois, voire de 2024. Et là-dessus, je vous ai apporté un graphe. Sur les prévisions de résultats, sur les prévisions de résultats. Voilà. Et donc, sur ce graphique, ce sont les anticipations de profit. La ligne bleue, en fait, c'est le passé. C'était les résultats du Q1 2023. Et vous voyez que la ligne bleue en bas, elle remonte assez fortement. Parce qu'entre les attentes des profits du Standard & Poor's du Q1 et les résultats, on attendait moins 6, on a fini quasiment flat. C'est pour ça que vous avez une remontée. Et vous voyez ce que notre analyste a encadré dans son rectangle bleu, ce sont les anticipations pour Q2, Q3, Q4. Et on commence à avoir un point d'inflexion. Si cette tendance se poursuit, j'ai bien conscience que je dis si, mais ça a l'air d'être le cas pour l'instant, on va assister à la fin de l'hémorragie des profits sur le SPI 500 qu'on connaît depuis 5 trimestres. Ça veut dire qu'on va pouvoir tabler sur les 12 prochains mois, la bourse se projette tout le temps, sur des profits qui devraient être, si on pense chez nous, peu ou prou, 2024, ça devrait ressembler à 2023. Est-ce que ça sera $210, 212, 215 ? C'est l'ordre de grandeur qu'il faut garder. Toute la question, quand vous voulez trouver un niveau d'indice pour savoir si éventuellement où on peut aller, c'est trouver des profits et trouver le juste PE. Et c'est là le fond du débat. Aujourd'hui, les gens ont perdu de vue, ils voient la forte hausse des 7 valeurs que vous avez évoquées, mais sachez que le SPI 500 aux États-Unis, son PE, c'est le même qu'avant la pandémie. On est sur les niveaux de début 2020. Ça, c'est le SPI 500. Mais quand vous extirpez ces 7 valeurs et que vous gardez les 493 autres, le PE est de 15. Le marché n'est pas hors de prix. Donc les opportunités, nous, on les voit plutôt là. Est-ce que ça veut dire que ces grosses boîtes de tech doivent beaucoup baisser ? Non. Mais allons chercher des opportunités ailleurs. Et ça sera tout le travail du second semestre et de l'année 2024.
2024. Et en termes de thématique, là, qu'est-ce qui vous paraît injustement dévalorisé ou décoté dans cette partie du marché sous les 5 ou 7 mégacaps? Ça, c'est une vraie question, parce que je ne sais pas si on peut vraiment aborder le marché au travers du prisme des thématiques qui composent l'indice. Je m'explique, est-ce qu'il faut faire de l'énergie? Si vous êtes dans le scénario qu'évoquait l'interlocuteur précédent d'un soft landing, alors nous, entre le soft landing et le hard landing, chez Raymond James, on a le scénario du milieu, qu'on appelle le mild recession, c'est-à-dire une légère récession. Mais quand vous regardez dans l'histoire des 25 dernières années, les secteurs qui sont porteurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Le plus rose, j'ai envie de dire, le soft landing, vous jouez l'énergie, vous jouez... il y avait donc oui, il y a l'énergie surtout. Les cycliques, quoi. Les cycliques, les valeurs financières. Voilà. Et c'est compliqué d'aller expliquer à des gens aujourd'hui, mais pourtant, nous, on le pense. Il y a probablement des opportunités. Il n'y a pas eu de grand soir du secteur financier après la crise de mars sur les banques régionales. Si vous êtes sur un scénario de mild recession, vous allez être un côté un peu plus défensif. Vous allez aller chercher du côté peut-être des utilities ou des staples ou voire de la santé. Voilà. Donc c'est pour ça que je considère que moi, je préfère l'aborder par un biais qui est l'essence de notre métier, qui est du stock picking, le plus simple. Et c'est là il faut trouver des idées individuelles. Bon, effectivement, hein, c'est une situation quand même particulière, beaucoup de dissonance quand même. Hein. La lecture macro est compliquée, la lecture de marché est compliquée. Enfin, je ne sais pas, dans votre expérience personnelle, Thierry, oui, c'est une situation de marché qui n'est pas évidente. Ah oui, elle est compliquée. Enfin, ça fait 35 ans que je suis sur le marché financier et la réalité, c'est que ce qui est toujours passionnant, c'est qu'il n'y a pas de situation qui se répète vraiment. C'est la bourse rythme en fait avec le passé, mais elle ne se répète pas. Et celle-ci est différente. Après, ce qui est assez intéressant, c'est, j'oublie pas qu'au niveau de l'évolution des marchés financiers, on a des statistiques qui souvent nous accompagnent et qui nous permettent de lire un peu, j'appelle ça lire dans le marc de café, c'est-à-dire lire l'avenir. Et celle qu'on a évoquée tout à l'heure ensemble donne des perspectives assez favorables sur cette fin d'année. À savoir qu'on a eu un mouvement assez... sur les 100 premiers jours de l'année 2023, la bourse, le S&P 500 a monté de plus de 8%. Et quand vous allez chercher sur les 70 dernières années les cas de figure où ça a eu lieu, ça s'est passé une vingtaine de fois, la bourse a toujours fini après en hausse en gagnant encore plus de 10%, ce qui laisse une hypothèse d'un SPI 500 vers la fin d'année qui pourrait trouver les 4007. C'est pour ça qu'on voit quelques brokers qui commencent à remonter un peu les niveaux d'indices fin d'année, niveau de target. J'ai vu Goldman est à quoi 4005, hein, c'est ça. Merci beaucoup Thierry, merci pour votre précieuse expérience sur le marché américain et votre éclairage du jour sur la situation de Wall Street, du marché US. Président de Raymond James Euro-Equities qui était notre invité dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve bien sûr à 17h en direct.